Nous allons célébrer, chers téléspectateurs, en cette année 2021, le 150e anniversaire de la Commune de Paris, un épisode marquant de notre histoire contemporaine, un épisode tragique qui a fait l'objet de vifs débats historiographiques, qui s'est inscrit dans la mémoire de toute une France correspondante à la gauche socialiste communiste. On se souvient des pèlerinages commémoratifs au mur des fédérés, et il est intéressant de revenir sur cet épisode en ce 150e anniversaire, mais je vais aborder aujourd'hui seulement, si l'on peut dire, les origines de la commune. Au cours du printemps, je reviendrai évoquer de nouvelles séquences de cet événement majeur. La commune, c'est un mouvement insurrectionnel qui débute le 18 mars 1871, quand les Versaillais veulent récupérer les canons entreposés par les Parisiens, les canons de la garde nationale entreposés par les Parisiens à Montmartre, et c'est un drame qui va s'étendre à peu près sur 3 mois, jusqu'à la fin du mois de mai, où la semaine sanglante va clore cet épisode tragique, donc qui est dans la suite évidemment de la défaite de 1870 et dans la suite de toute la fermentation qui avait vu l'émergence au cours des décennies précédentes d'un courant socialiste puissant. D'abord, à l'origine, il y a bien sûr la guerre franco-prussienne, déclarée avec beaucoup de légèreté le 19 juillet 1870 par le gouvernement du Second Empire, qui tombait ainsi dans le piège tendu par Bismarck. Les affaires tournent mal très vite. Les défaites de Wörth, de Freshwiller font que d'emblée les choses sont très mal engagées. Tout cela est confirmé le 2 septembre avec la capitulation à Sedan de l'armée française et avec un empereur, Napoléon III, qui est même fait prisonnier par l'ennemi. Quand la nouvelle est connue à Paris le 4 septembre, la foule va envahir le palais Bourbon, la République est proclamée, la troisième République, un gouvernement provisoire dit de défense nationale est constitué, animé par Léon Gambetta et par Jules Favre. Ce gouvernement, il espère continuer la guerre, il espère un grand sursaut national, analogue à celui qui avait eu lieu en 1793 pour faire face à l'invasion ennemie. En attendant, la capitale est investie dès le 19 septembre, assiégée, un siège de Paris particulièrement pénible pour la population, on le sait. Le 7 octobre, Gambetta quitte Paris en ballon, l'image est connue, pour essayer d'organiser en province des armées de secours, et à la tête du gouvernement provisoire, on place le gouverneur militaire de Paris, le général Trochu, avec autour de lui Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, qui sont les principaux animateurs de ce gouvernement. Mais ce gouvernement n'entraîne pas l'adhésion de l'opinion publique, qui lui reproche son inertie, car en effet, les 200 000 hommes de la garde nationale, qui s'étaient constitués dès le mois d'août 70, ces 200 000 hommes qui sont en armes, eh bien, ces 200 000 hommes, ils veulent en découdre, ils veulent continuer la lutte, dégager Paris, on réclame la sortie en masse, on réclame la guerre à outrance, on vit encore dans le mythe de la levée en masse de 1793 et d'une France républicaine qui, seule contre l'Europe, avait réussi à l'emporter. Alors, le général Trochu ne suit pas, considère toutes ces réclamations comme purement démagogique, mais les choses évidemment s'aggravent le 31 octobre 70 quand on apprend la capitulation à Metz du maréchal Bazaine. À ce moment-là,
un certain nombre d'activistes entraînés par Gustave Flourens s'attaquent à l'hôtel de ville. C'est un échec. Les gardes nationaux des arrondissements modérés, les bons arrondissements, dit-on à l'époque, vont disperser les émeutiers. Mais en janvier 71, quand des négociations sont engagées à Versailles avec Jules Favre, entre Jules Favre et les Prussiens, une nouvelle manifestation intervient. Cette fois, il y a 5 morts et 20 blessés, et les bataillons de la garde nationale modérée sont restés en fait l'arme au pied. Alors le gouvernement provisoire réagit, ferme les clubs les plus extrémistes, interdit des journaux, fait arrêter des meneurs, tout cela au moment où le 28 janvier 71, l'armistice est signé. Les forts qui entourent Paris sont livrés à l'ennemi. L'armée française va être désarmée, mais la garde nationale, elle, n'est pas désarmée. Cette garde nationale, elle conserve ses fusils, mais aussi les canons qui avaient été en partie achetés grâce à une souscription populaire au cours des mois précédents. Et on va mettre en sûreté ces canons, place des Vosges et à Montmartre en particulier, sachant que l'idée que la lutte pourrait reprendre demeure, d'autant que Gustave Flourens a publié une plaquette intitulée « Paris livré », dans laquelle il s'en prend à ceux qui ont signé l'armistice. De plus, un certain nombre de changements sur le plan sociologique interviennent à Paris. Dès le début de la guerre, à l'été 70, beaucoup de bourgeois étaient partis en province ou à la campagne pour se mettre à l'abri. Après l'armistice, nouvel exode, près de 150 000 bourgeois, entre guillemets, vont quitter la ville au moment où la France s'apprête à voter, car dans les clauses de l'armistice, il est prévu l'élection d'une assemblée nationale qui seule sera en mesure de signer la paix avec le vainqueur prussien. Alors ces élections qui ont lieu le 8 février 1871, elles voient la victoire complète des monarchistes, l'ancien parti de l'ordre de 1848-49, monarchistes qui se posent en partisans de la paix, qui veulent en finir avec l'épisode désastreux de la guerre intervenue à l'été 70, face à des républicains que l'on présente comme des jusqu'au-boutistes, comme des bellicistes, et l'immense majorité du pays, et majorité rurale, conservatrice à l'époque, évidemment, donne la victoire aux éléments monarchistes. Une exception notable, c'est Paris. Paris qui déjà en mai 70, lors du plébiscite qui avait conforté en quelque sorte le système impérial, eh bien Paris avait voté non en majorité, c'était l'exception. Eh bien là encore, Paris a élu de nombreux républicains, dont Louis Blanc, l'ancien leader socialiste de 1848, Victor Hugo, Rochefort. La capitale se distingue donc très clairement du reste du pays, et l'Assemblée qui vient d'être élue apparaît aux Parisiens comme favorable à une restauration monarchique que ceux-ci ne veulent absolument pas. Le 16 février, l'Assemblée qui s'est réunie à Bordeaux va désigner Adolphe Thiers comme chef de l'exécutif. Il n'est pas question de république, là encore on le voit dans les termes. Et puis cette Assemblée de Bordeaux, très vite on voit bien qu'elle est hostile à Paris. Paris qui est en quelque sorte le lieu par excellence des insurrections populaires au cours des décennies précédentes. On l'a vu en 1830, en 1832, en 1834, en 1839, en 1848. Ce Paris agité, ce Paris rebelle, la France provinciale, massivement, majoritairement conservatrice, s'appuyant sur une paysannerie devenue une paysannerie de petits propriétaires, attachée à ses notables, eh bien cette France-là se méfie par-dessus tout d'une capitale toujours prête à l'insurrection. Et à Paris d'ailleurs,
ailleurs, les forces politiques incarnant les aspirations de la population locale s'organisent. Déjà, un comité central des Républicains des 20 arrondissements avait été créé en septembre 70, au lendemain de la révolution du 4 septembre, avec des Républicains, bien sûr, mais aussi des militants de l'Association internationale des travailleurs, créée en 1864, et c'est même cette association internationale qui avait accueilli le comité central républicain dans ses locaux de la rue de la Corderie. Alors ce comité central républicain, il est hostile au gouvernement de défense nationale, il réclame l'armement de tous les Parisiens, il réclame l'élection d'une municipalité parisienne, d'une commune, donc on le voit, les tensions politiques déjà sont au rendez-vous. Et puis, le 6 janvier 1871, eh bien, une affiche rouge même est placardée dans Paris, réclamant la démission du gouvernement de défense nationale, et à partir de ce moment-là, c'est le comité central de la garde nationale qui manifestement devient l'autorité politique la plus active dans Paris et celle dont l'autorité est majoritairement reconnue par la population de la capitale. Une garde nationale, il faut le dire, désormais ce sont les gardes nationaux issus des quartiers populaires qui sont désormais largement majoritaires, alors que les bourgeois ou les habitants des arrondissements bourgeois ont eu tendance à filer. On les appelle d'ailleurs par dérision les francs-fileurs, par opposition aux francs-tireurs qui avaient lutté contre les Prussiens au cours des mois précédents. En tout cas, le 15 février 71, au bal Tivoli, eh bien, des délégués de la garde nationale de 18 arrondissements élisent un comité central de la Fédération de la garde nationale pour empêcher toute tentative de désarmement qui serait décidé par le gouvernement présidé par Thiers. Alors, les canons, les fameux canons de la garde sont entreposés, je l'ai dit, à Montmartre et place des Vosges, mais en même temps, on récupère dans tous les dépôts les fusils et les munitions disponibles. Paris s'arme face à une éventuelle réaction du gouvernement légitime, représenté par Thiers et issu de l'Assemblée de Bordeaux. Le comité central maîtrise bien la situation. Quand les Prussiens entrent dans Paris le 1er mars, il n'y a aucun incident, car le comité central contrôle bien la situation et a appelé au calme. Le 10 mars, une nouvelle assemblée générale a lieu au bal Tivoli. Alors là, on propose un programme de république universelle, on propose un programme d'armement de la nation, l'affirmation de la souveraineté de la nation. Tout ça paraît un petit peu surréaliste par rapport à l'ampleur de la défaite que le pays vient de subir. Le 15 mars, un comité central nouveau est constitué. Les représentants des départements bourgeois ou modérés n'en font pas partie. Et ce comité central, il annonce déjà en partie ce que va être bientôt la commune. En plus, les décisions du gouvernement prises en février et mars vont exacerber la colère des Parisiens. Le 15 février, la solde quotidienne des gardes nationaux est supprimée, sauf quelques rares cas de gens prouvant leur situation d'indigents. Alors ça, c'est perçu comme une provocation, parce que c'était la seule ressource de beaucoup de Parisiens depuis le siège commencé à l'automne précédent. Le 16 mars, on nomme à la tête de la garde nationale le général Aurel de Paladine, qui n'a pas l'heure de plaire à la plupart de ses subordonnés. 30 chefs de bataillon sur 200 de la garde nationale acceptent son autorité, acceptent de le suivre, donc le fossé s'élargit.
Pas plus de succès pour le général Vinoy, gouverneur militaire de la capitale, qui a la réputation d'être un bonapartiste et qui fait venir des soldats de province parce qu'il n'est pas sûr de ceux qui sont sous son autorité à Paris. Pour aggraver le tout, eh bien, le régime du mont-de-piété est rétabli. Pendant le siège, on avait admis que les gens qui ne pouvaient pas rembourser et s'acquitter de leurs dettes et qui avaient déposé au mont-de-piété des gages, eh bien, on ne les privait pas de ces dépôts. Eh bien, on va rétablir l'ordre normal des choses, donc à partir du 7 mars, à la grande colère, évidemment, des Parisiens. Et puis, pour couronner le tout, l'Assemblée de Bordeaux, le même jour, décide que le gouvernement va s'installer non pas à Paris, pourtant la capitale du pays, mais à Versailles. Ce qui est perçu, évidemment, comme une provocation, le choix de Versailles apparaissant de plus comme tout à fait symbolique et signifiant une volonté de restauration de la monarchie. Le 13 mars, c'est la reprise des paiements des effets de commerce qui avaient été suspendus pendant le siège. Même chose pour la fin du moratoire des dettes commerciales, ce qui va entraîner une succession de faillites au cours des jours suivants. Et là, ce n'est pas seulement le petit peuple parisien qui est touché, mais aussi la petite et moyenne bourgeoisie parisienne, alors que le ministre de l'Intérieur, Ernest Picard, et le gouverneur militaire de Paris, le général Vinoy, ne contrôlent manifestement plus rien. On voit notamment des soldats fraterniser avec les gardes nationaux pour critiquer le pouvoir en place. Alors Thiers, évidemment, s'inquiète. Il veut absolument récupérer les canons de la garde avant que l'Assemblée se réunisse à Versailles le 20 mars. Thiers, en 1848, il avait conseillé à Louis-Philippe de quitter la capitale, de l'encercler, de l'isoler pour écraser la Révolution. Louis-Philippe avait refusé de le suivre. Eh bien, en 1871, il va appliquer, avec un décalage dans le temps, le programme qu'il avait proposé alors. Alors, dans la nuit du 17 au 18 mars, eh bien, on veut récupérer les canons de Montmartre, mais l'opération a été mal préparée. Ce n'est pas une petite affaire, évidemment. Elle est encore en cours au matin, quand le jour se lève, quand les Parisiens se réveillent. Très vite, la nouvelle court dans la capitale, et en quelques heures, c'est l'insurrection. Le général Lecomte, qui commande entre autres le 88e régiment de ligne, ordonne l'ouverture du feu pour dégager ses troupes. Les soldats refusent. Il est incarcéré au Château Rouge, qui est le local d'un bal populaire proche de Montmartre, où siège aussi le comité d'une des légions de la garde nationale. Et puis, dans l'après-midi du 18 mars, le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville. Les choses donc dégénèrent très vite. Thiers s'affole, décide de quitter Paris pour Versailles et ordonne aux administrations de le suivre. Dans la soirée, les généraux Lecomte et Clément Thomas, qui étaient l'ancien chef de la garde nationale, lui, eh bien, ils sont fusillés par les émeutiers. Là, c'est vraiment le début de la guerre civile. Certains cherchent le compromis. Clémenceau, qui à l'époque est Georges Clémenceau, le jeune maire de Montmartre, cherche un compromis avec Versailles, propose l'élection d'un conseil municipal parisien pour éviter la proclamation d'une commune insurrectionnelle qui rappelait ce qu'avait été en 1792 la commune insurrectionnelle de Paris, qui avait joué le rôle que l'on sait pendant la Révolution, en parallèle avec la Convention. C'est un échec, et le 18 mars, eh bien, l'insurrection se répand. C'est une journée révolutionnaire spontanée. Il y a bien une tentative de réaction le 21, place Vendôme. Il y a quelques morts, mais c'est un échec. Et le comité de la garde nationale réuni à l'hôtel de ville
annule les décrets pris par le gouvernement de Bordeaux, maintient le moratoire sur le paiement des loyers qui avait également été supprimé, et une nouvelle autorité donc manifestement s'impose désormais à Paris, avec des représentants des 20 arrondissements, auxquels se sont ajoutés des militants blanquistes, Blanqui le vieil insurgé républicain, ou des militants de l'Internationale. Ce comité central, ainsi orienté, va décider l'élection d'une commune le dimanche 26 mars, d'une commune qui, le 28 mars 1841, est officiellement proclamée à l'Hôtel de Ville. Là, désormais, la guerre civile est inévitable, avec un gouvernement de Versailles qui, sous l'autorité de Thiers, va se dresser contre l'insurrection. C'est le début donc d'une tragédie sur laquelle nous reviendrons au cours des mois prochains, des semaines et des mois prochains. Pour respecter la parité en ce début d'année, et comme je vous ai parlé la dernière fois d'une aventurière exploratrice, je vais cette fois-ci vous raconter le destin d'un aventurier explorateur, Percy Fawcett, officier de l'armée anglaise, qui va explorer des régions encore inconnues de l'Amérique du Sud. Vous avez plus de chances de connaître son existence car ses aventures ont fait beaucoup parler d'elle, elles ont fait la une des journaux de l'époque et ce durant de nombreuses années. On dit même qu'il a inspiré les personnages imaginaires d'Indiana Jones et d'Alan Quatermain, pour parler de deux héros du cinéma. On le reconnaît aussi dans l'explorateur Ridgwell à la longue barbe blanche que rencontre Tintin chez les Arumbayas dans ses aventures de l'oreille cassée. Ou bien encore, on le retrouve chez le Elia Corbett d'Hugo Pratt. Alors, quelle est sa véritable histoire ? Percival Harrison Fawcett, de son nom complet, est né dans le sud de l'Angleterre, à Torquay, le 28 août 1867. Il est d'une fratrie de 5 enfants. Son père, ami du prince de Galles, meurt jeune. Sa mère semble ne pas s'être beaucoup occupée de lui. Il choisit, après ses études au collège, de devenir officier et pour cela rentre à l'Académie royale militaire de Woolwich, qui formait à l'époque les officiers du génie, de l'artillerie et des transmissions. Percival Harrison a un physique qui va contribuer à sa légende. Il est grand, mince, il a un beau visage qui est éclairé par des yeux d'un bleu intense. Il a un physique de héros. Dès qu'il sort de l'école, jeune officier artilleur à 19 ans, on l'envoie à Ceylan, puis après un retour en Angleterre pour parfaire sa formation, il repart cette fois-ci pour une mission spéciale et secrète en Afrique du Nord, puis à la suite sur l'île de Malte où il décide d'approfondir ses connaissances en topographie et de suivre une formation de cartographe. N'oublions pas qu'à cette époque, une grande partie du monde, c'est une zone blanche, une terra incognita pour les Européens. Percy s'ennuie quelque peu à cette formation, et cette formation correspond parfaitement à son désir d'aventure. Pendant son séjour à Malte, il épouse en 1901 la fille d'un juge écossais, Nina Agnès Patterson, avec laquelle il aura 3 enfants, 2 garçons et une fille. C'est peu après, en 1906, que la célèbre Société royale de géographie le contacte et lui demande de partir en mission entre le Brésil et la Bolivie, c'est à la demande d'ailleurs du gouvernement bolivien, pour cartographier une zone disputée entre les deux pays en pleine fièvre du caoutchouc, c'est-à-dire en pleine rivalité entre plusieurs pays amazoniens d'Amérique du Sud, après la découverte de l'utilité primordiale de cette matière dans l'industrie européenne. Fawcett doit dessiner la frontière exacte entre la Bolivie et le Brésil. Le Royaume-Uni, évidemment sous couvert de neutralité, espère ainsi, en envoyant Fawcett, étendre son influence dans cette zone. Le premier contact de Fawcett avec la forêt amazonienne est une révélation. Il va mener par la suite 6 expéditions entre 1906 et 1913. C'est durant l'une de ces expéditions qu'il entend parler pour la première fois de mystérieuses cités enfouies au fond de la jungle.
Mais pour le moment, il se tient à l'exploration géographique de cette région si hostile. Les conditions de progression sont souvent extrêmement difficiles. En 1908, il passe à côté du drame avec son équipe quand il part à la recherche de la source du Rio Verde. Il s'en est fallu de peu que Fanset et ses compagnons meurent de faim. Durant une autre, il découvre le site fascinant et mystérieux du massif Ricardo Franco, un plateau entouré de falaises immenses. Il écrit « Au-dessus de nous se dressait le massif Ricardo Franco, avec ses sommets plats et mystérieux et ses flancs entaillés de profondes quebradas, des vallées étroites. Ni le temps ni le pied de l'homme n'avaient jamais effleuré ces cimes. Elles se dressaient là comme un monde perdu, couvertes d'arbres, et l'imagination pouvait y esquisser les contours des derniers vestiges d'une ère depuis longtemps révolue. Exclus de la lutte pour l'évolution, des monstres appartenant à l'aube de l'humanité hantaient peut-être encore librement ces sommets, emprisonnés et protégés par ces falaises impossibles à escalader. À son retour, il en parlera d'ailleurs à son ami Arthur Conan Doyle, lui montrera des photos et les cartes relevées. Le célèbre écrivain s'en serait inspiré pour le décor de son roman Le Monde perdu. En 1911, Percy repart avec 2 de ses anciens compagnons des premières expéditions pour explorer la région frontalière de la Bolivie et du Pérou. Ils sont accompagnés d'un biologiste du nom de Murray, mais celui-ci supporte très mal le climat et les conditions extrêmes, et à bout de vivre, ils doivent écourter leur exploration. Quelques années plus tard, alors qu'il consulte des archives sur le Brésil, il tombe sur un manuscrit anonyme portugais connu sous le nom de manuscrit 512, dans lequel on parle d'une immense cité perdue dans la jungle. Mais il n'a pas le temps d'exploiter ni rumeurs ni documents, car la Première Guerre mondiale interrompt ses voyages. Il rentre en Europe et est affecté sur le front, où il est blessé et il gagne ses galons de colonel. Dès que la guerre est finie, il repart en Amérique du Sud, bien décidé à découvrir cette mystérieuse cité, mais les 2 expéditions qu'il monte sont des échecs. Pourtant, il pense avoir de bons indices, il est persuadé qu'elle se situe au plus profond de la jungle, sur le territoire de l'actuel Mato Grosso, au Brésil, le long de la chaîne de la Sierra do Rocador. Sur ses cartes, il a baptisé cette fameuse cité, la Cité Z, pour préserver le secret. Mais à son retour, le goût de l'aventure semble l'avoir quitté. Il se sent fatigué, il veut passer du temps avec les siens, et puis il se sent trop vieux pour repartir. Il a 51 ans. C'est son fils aîné Jack, âgé de 21 ans, qui va le convaincre de monter une nouvelle expédition. Il faut trouver de l'argent. Voilà un groupe de journaux américains, la North American Newspapers Alliance, qui accepte de le financer. Perry Fanset part en 1925 avec son fils et un ami de celui-ci, Raleigh Rimmel. Les 2 jeunes garçons ont 22 ans, Fanset a 58 ans. Il quitte Cuiabá, la capitale du Mato Grosso, au printemps. Il se dirige vers l'est, vers la région du Haut-Xingu. Il envoie alors un message à sa femme. « Nous sommes en ce moment au camp du Cheval Mort, par 11 degrés 43 minutes de latitude sud et 54 degrés 35 minutes de longitude ouest. C'est le point où mourut mon cheval en 1920. Il ne reste que ses os blanchis. Nous pouvons nous baigner, mais les insectes nous obligent à ne pas nous attarder un seul instant. Il fait très froid la nuit et frais le matin, mais vers le milieu de la journée arrive la chaleur et les insectes, et jusqu'à 6 heures du soir, nous souffrons au camp un véritable martyre. Vous n'avez à craindre aucun échec. » Ce sera le dernier message. Après, plus aucune trace des 3 hommes. Pourtant, rien ne se passe pendant 2 ans. Les communications, évidemment, à cette époque ne sont pas celles d'aujourd'hui, et on ne s'inquiète pas plus que cela, d'autant plus que Fanset avait prévu de rester absent 18 mois. Puis, des rumeurs commencent à courir. L'expédition aurait mal tourné. Fanset serait mort assassiné par des tribus hostiles. Fanset serait prisonnier d'une tribu. Un aventurier suisse, d'ailleurs, affirmera avoir rencontré un officier anglais prisonnier au nord de Kubaya. Ou encore, Fanset a découvert la cité perdue et a décidé d'y rester. Enfin, en 1928, les journaux américains qui avaient financé l'expédition décident de monter une expédition de secours, allant en cela contre la volonté de Fanset qui avait déclaré autrefois que s'il disparaissait, il ne fallait pas aller le chercher, c'était trop dangereux. Mais quand il avait déclaré cela, il ne songeait sans doute pas qu'il partirait un jour avec son fils aîné. L'expédition américaine est dirigée par un ancien colonel de l'armée anglaise, George Diott, et il emprunte le même trajet et parvient à un village d'Indiens Anaka. Le chef porte une plaque de cuivre ayant appartenu à Fanset. Il déclarera que l'explorateur lui a donné avant de poursuivre son chemin vers l'est. Diott décide de continuer, mais arrivé en territoire Kalapalos, il préfère faire demi-tour car les Kalapalos sont alors des Indiens très hostiles. Les 3 membres de l'expédition Fanset, par ailleurs, étaient conscients de ce danger. Jack Fanset
Fancette n'avait-il pas écrit dans un article publié par Le Petit Parisien en parlant de certaines tribus hostiles ? Certaines d'entre elles sont cannibales, les autres ont des coutumes presque aussi déplaisantes, comme par exemple de vous briser une jambe et de vous demander ensuite qui vous êtes et ce que vous désirez. À partir de 1930, plusieurs autres expéditions tenteront par la suite de retrouver l'expédition de Fancette sans succès. Certaines disparaîtront à leur tour, victimes sans doute des Indiens. Les journaux de l'époque, anglais, américains et français, parleront de ce mystère régulièrement dans leurs colonnes. En 1943, un journaliste se rend chez les Kalapalos. Il revient de sa visite persuadé qu'ils ont tué Fancette. Pourtant, ceux-ci changeront plusieurs fois de version. En 1950, lorsque le chef Kalapalos, sur le point de mourir, avoue qu'il avait tué Fancette. Il désigna un endroit où le corps aurait été enterré. Les ossements rapportés à Londres sont analysés, mais il est conclu que ce n'est pas Fancette et peut-être même pas ceux d'un homme blanc. La version la plus récente de la fin de Fancette date seulement de 2005. Un journaliste new-yorkais séjournant dans un village Kalapalos, dans la région où a disparu Percy Fancette, entendit une légende orale qui parlait de lui, car il fut sans doute le premier blanc à prendre contact avec cette tribu. On y raconte que Fancette est venu dans le village, qu'il est reparti plus loin vers l'est, malgré les avertissements des habitants du village sur les dangers encourus s'il traversait le territoire d'une autre tribu plus sauvage et plus hostile. Les Kalapalos aperçurent alors, vont voir les fumées des feux de l'expédition pendant encore 5 jours, puis les feux ont disparu. On ne saura jamais ce qu'est devenu Perry Fancette, mais il demeure dans l'histoire, comme dans l'imaginaire, l'archétype de l'aventurier explorateur européen. En 1990, grâce aux moyens modernes d'exploration, comme le satellite et le lidar, le laser chargé dans un avion qui permet de voir les ruines en effaçant la végétation, a été découvert par l'anthropologue américain Michael Eckenberger le site de Kouikougou, dans la région même où cherchait Percy Fancette. Ce site regroupe les vestiges d'une vingtaine de villes et de villages où 50 000 personnes pouvaient vivre et ces villes et villages sont répartis sur plus de 20 000 km². Cette cité immense correspond peut-être, sans doute, à celle que cherchait Perceval Harrison Fancette. Dans ce cas, le mythe a rejoint la réalité.